Nous sommes en Occident, à la fin du IXe siècle. Après le siège de Paris par les Scandinaves, en 885, l'Empire carolingien entame une mutation irréversible. Malgré la résistance des Francs de l'Ouest, l'empereur a autorisé les hommes du Nord à contourner la ville pour aller piller la Bourgogne. Cette décision, qui intervient après 60 ans de crise depuis la mort de Charlemagne, est perçue comme une trahison par son aristocratie. Lors d'une assemblée tenue près de Mayence en 887, Charles le Gros est déchu de tous ses titres. Chaque royaume se choisit alors un souverain et commence progressivement l'histoire du royaume de France et du Saint-Empire romain germanique. Néanmoins, avant d'en arriver là, il faut comprendre pourquoi deux familles, les Capétiens à l'ouest et les Ottoniens à l'est, parviennent à dominer les autres. Cette période est parfois appelée le siècle de fer. Elle consiste en une lutte acharnée entre les grands aristocrates pour s'imposer sur les trônes. Nous passerons donc en revue les conséquences politiques de ces intrigues familiales et nous verrons également leurs impacts sur la population. Car si le siècle de fer achève définitivement les Carolingiens, il inaugure aussi le Moyen-Âge féodal que nous connaissons tous. Après la déchéance de Charles le Gros en 887, le monde carolingien se retrouve affaibli, divisé et plus fébrile que jamais. Les Magyars, qu'on appelle aujourd'hui Hongrois, s'enfoncent dans les terres jusqu'en Francie occidentale. Les Normands et les Sarrasins multiplient les raids dévastateurs sur les côtes. La première conséquence de ce climat d'insécurité, c'est que la protection des populations ne dépend plus du roi ou de l'empereur, mais plutôt des comtes et des seigneurs. Cette réorganisation sociale, économique et politique vers le domaine seigneurial est le pilier de la féodalité. Pour comprendre de qui nous parlons quand on évoque le seigneur, il faut revenir un peu en arrière dans le temps. Souvenez-vous de la série précédente, nous avions parlé du déclin de l'Empire romain qui avait provoqué une dénaturation des rapports sociaux. Pour échapper aux pillards, les habitants se réfugiaient souvent dans les villas tenues par de riches propriétaires. Ces derniers, appelés dominus ou seignoris en latin, terme qui a donné seigneur en français, en ont profité pour imposer leurs conditions. En échange de leur protection, les réfugiés seraient employés à entretenir les champs. Ils devaient labourer la terre pour se nourrir, semer le grain puis le récolter, sans oublier de verser aux propriétaires un impôt en nature. Éventuellement, le seigneur pouvait aussi exiger des travaux d'entretien dans sa maison, ses casernes ou ses forteresses. Appelée la corvée, elle consiste à mobiliser la main-d'œuvre paysanne de façon ponctuelle, mais toujours gratuite. En bref, les paysans ne sont plus libres, ils sont des serfs, du latin servus, qui veut dire esclave, ce qui donne naissance au système du servage. Et avec la déliquescence de l'État central sous les Mérovingiens, aucune autorité n'a été capable d'enrayer cette nouvelle réalité. Les seigneurs se sont emparés de toutes les terres laissées à l'abandon par l'ancien empire romain d'Occident. Des milliers de paysans voient leur liberté confisquée et deviennent des serviteurs. L'Église, elle, ne dit rien. Le servage est aussi un moyen de christianiser les campagnes, car tous les serfs se convertissent à la religion de leur maître. Ainsi, entre la chute de Rome de 476 et le siège de Paris de 885, le monde paysan s'est transformé radicalement. Peuplé surtout de paysans libres dans l'Antiquité, il est désormais peuplé de serfs travaillant pour de riches propriétaires. Néanmoins, comme le seigneur est responsable de son terrain, il est aussi en mesure d'investir dans la production agricole. Sous leur impulsion, les moulins à eau se multiplient. Les silos pour entreposer les récoltes sont construits un peu partout. Les abris pour les bêtes poussent comme des champignons. Les paysans sont encouragés à adopter des techniques plus modernes. Les laboureurs ont désormais des charrues pour mieux semer le grain, là où les éleveurs ont des abattoirs pour mieux vendre le bétail. Quant aux cultivateurs, ils laissent désormais reposer leurs champs et observent une rotation des cultures pour mieux faire pousser leurs céréales. Infrastructure et technologie, de façon paradoxale, le servage pousse les Occidentaux vers l'investissement et le progrès. Un véritable dynamisme économique qui accompagne l'Europe du Nord entre le 9e et le 11e siècle. En résumé donc, le pouvoir seigneurial après la chute des Carolingiens consiste en le schéma suivant. Le seigneur met à disposition une terre et des moyens de production aux paysans. Ces derniers lui payent en retour des taxes de toutes sortes. Il y a les redevances pour financer le terrain sur lequel il travaille. Il y a les banalités pour payer les moulins, les réserves et les charrues données par le seigneur. Enfin, l'aristocratie assume le pouvoir régalien dans son fief.
C'est elle qui s'occupe de la justice et de la force armée, qu'on appelle le droit de ban, ainsi que de percevoir l'impôt, qu'on appelle communément le fisc. De cette façon, l'implication des seigneurs dans la vie locale transforme radicalement l'Occident. Par contre, comme nous l'avons dit plus tôt dans cette série, ces aristocrates sont tout de même encadrés et se soumettent à un comte. Les comtes sont censés faire l'intermédiaire entre la seigneurie et la royauté, mais grâce au capitulaire de Kierzy, vu dans l'épisode précédent, ces fonctionnaires peuvent cumuler les charges et se les transmettre de père en fils. Les plus ambitieux parviennent donc à réunir plusieurs comtés dans un duché ou un marquisat. Ces ducs ou ces marquis gèrent plusieurs centaines de vassaux et prennent une importance considérable. Au bout de quelques générations, la situation se fiche complètement et donne naissance à des dynasties locales. Sur la carte de Francie occidentale par exemple, les principaux comtes et ducs du Xe siècle sont répartis ainsi. Au nord, les comtés de Flandre et de Vermandois occupent la partie septentrionale du royaume. Le duché de Normandie s'y invite à partir de 911. Son histoire est bien connue. Après avoir ravagé la Seine, un chef scandinave nommé Rollon se convertit au christianisme et s'installe à Rouen. Avec l'autorisation du roi des Francs, les Normands deviennent ainsi ses vassaux et s'engagent à protéger son royaume. Plus loin, à l'est, le duché de Bourgogne comprend divers comtés comme celui de Mâcon, de Reims et de Lyon. À côté, à l'ouest, il existe d'immenses domaines familiaux appelés marquisats de Neustrie et duché d'Aquitaine. Quant au sud, il est verrouillé par le duché de Gascogne, le comté de Barcelone et le marquisat de Gothie. Maintenant, lorsque Charles le Gros est déchu en 887, voici quelles sont les dynasties locales qui entrent en compétition pour le contrôle de la Francie. D'abord, dans l'immense marquisat de Neustrie, entre Paris et la Bretagne, règne la maison des Robertiens. Ce sont les descendants directs de Robert le Fort et c'est son fils aîné, Eudes, qui a été élu roi des Francs de l'Ouest après sa résistance héroïque contre les hommes du Nord. Ce titre est quand même contesté par ses puissants rivaux, la maison de Vermandois, au nord de la Seine, ainsi que la maison des Bossonides, en Bourgogne, voudraient bien pousser un autre candidat sur le trône. En plus, au sud, la très puissante famille des Plantes-Velues, qui domine l'Aquitaine, menace carrément de faire sécession si ses demandes ne sont pas entendues. Elle aimerait intervenir, mais elle est aussi contestée par ses propres vassaux, la maison de Poitiers et la maison de Toulouse, qui veulent prendre le contrôle de son duché. Quant à la partie méridionale de la Francie, le comté de Barcelone est tenté par l'indépendance. Eudes est peut-être roi, mais il règne sur un royaume déchiré et en proie à la sédition. Il le sait parfaitement, sa maison est au centre d'un véritable jeu des trônes, dont le but ultime est le contrôle de la couronne. Entre 888, date de l'élection de Eudes au titre de roi des Francs, et jusqu'en 987, la Francie occidentale connaît une période sombre, parfois appelée siècle de fer par les historiens. Au cours de toutes ces années, les grandes familles que nous venons de présenter sont les acteurs d'un véritable jeu des trônes, dont l'ambition est le contrôle de la couronne. Pour commencer, si le roi Eudes a été élu par l'aristocratie, il doit surtout son élection à son acte de résistance contre les hommes du Nord. Une fois l'euphorie de cette victoire retombée, ses rivaux ne manquent pas de le rappeler à l'ordre. Comme le Robertien cherche à soumettre les Aquitains, qui refusent de le reconnaître, la maison des Plantes-Velues s'allie à la maison des Vermandois et des Bossonides. En conspirant contre le roi Eudes, elles organisent le retour d'un Carolingien sur le trône. Pour ce faire, elles font confiance à Charles III dit le Simple, c'est le demi-neveu de Charles le Gros, l'empereur déchu, et le troisième fils de Louis II le Bègue, qui avait été écarté de sa succession. Celui-ci, bien sûr, ne serait qu'une marionnette au service des Aquitains, des Vermandois et des Bourguignons, mais au moins, il permettrait de tempérer les ardeurs des Robertiens. Ainsi, entre 889 et 897, soit au cours d'une guerre de 8 ans, le héros du siège de Paris livre plusieurs batailles contre ses adversaires. En 898, un compromis est finalement trouvé. Si Charles III le Simple monte sur le trône, il reconnaît en échange la souveraineté des Robertiens sur la Neustrie, sur Paris et sur Orléans. La famille d'Eudes perd la couronne après la mort de ce dernier, mais leur assise sur le territoire s'est considérablement renforcée. Deuxième phase, entre 898 et 922, soit pendant 24 ans, Charles III, descendant direct de Charlemagne, tente de s'imposer sur la Francie occidentale. Depuis l'an, il essaie tant bien que mal de se faire obéir par ses vassaux, mais personne ne l'écoute. Impuissant,
Il fait alors valoir ses droits d'héritage sur la Lotharingie, la terre de ses ancêtres, qui est en proie à des guerres civiles. Le problème, c'est que cette ambition fait peur aux grandes familles qui veulent à tout prix contrôler le souverain. En 923, la maison des Robertiens s'allie donc à la maison des Bossonides en Bourgogne et projette de marcher sur Laon. Heureusement pour le roi, les maisons de Vermandois et de Normandie lui restent fidèles. Tous ces protagonistes se rencontrent à Soissons au mois de juin 923 pour se livrer bataille. Au cours de celle-ci, 4 parties jouent littéralement leur destinée. Les Robertiens de Neustrie, alliés aux Bossonides de Bourgogne, combattent Charles III le Carolingien, soutenu par les Vermandois et par les Normands. Malheureusement pour les premiers, le Robertien meurt en pleine bataille, frappé par un coup de lance. La victoire pourrait revenir aux seconds, mais la présence de Scandinaves dans leur rang attise la méfiance des Vermandois. Même féodés et christianisés, les Normands ne sont pas encore pleinement intégrés dans la Francie. Voyant cette hésitation, le chef de la maison Bossonide, qu'on appelle Raoul, est acclamé roi des Francs en pleine bataille. Ces hommes, galvanisés, prennent alors le meilleur sur le camp ennemi, provoquant la stupeur du comte de Vermandois. Sentant que le vent tourne, ce dernier retourne sa veste, il capture et fait prisonnier son suzerain, Charles III, puis le fait enfermer dans un château. De cette façon, le grand vainqueur de la bataille de Soissons n'est autre que le chef bourguignon, Raoul, qui confirme son statut de roi des Francs. À la fin des années 920, la couronne passe ainsi du palais carolingien de Laon vers le duché de Bourgogne. Cependant, même si le bourguignon monte sur le trône, son pouvoir est très contesté par ses vassaux. Déjà, le comte de Vermandois retient son prédécesseur dans un donjon. Ce dernier menace tout simplement de le relâcher si la politique du royaume ne lui convient pas, un chantage odieux, mais habile, qui fait planer une menace constante sur les Bossonides. Si Charles III sort de prison, il pourrait en effet reprendre les armes pour réclamer le retour de sa couronne. De plus, la situation déplaît fortement aux Aquitains, qui auraient bien voulu garder le Carolingien comme roi des Francs. Pour son duc, Guillaume II, jamais un plan de velu ne se soumettra à un Bossonide, les pires ennemis possibles. Ses armées se réunissent en urgence sur les bords de Loire pour envahir la Bourgogne, quand soudain, ses vassaux, les maisons de Poitiers et Toulouse, se révoltent dans son dos. La cause, le dernier représentant des plans de velu meurt sans descendance, déclenchant une grave crise de succession dans le duché. Pour le roi Raoul, c'est le moment de soutenir ses révoltes pour faire tomber son rival. Cependant, son répit n'est que de courte durée, car au nord, Roland de Normandie n'a pas digéré la défaite de Soissons. En 925, il écrase complètement l'armée royale près de la ville d'Eu, à la frontière des Flandres. Le duché de Normandie prend alors les frontières qui lui sont connues, et les héritiers de Roland font la paix avec le roi. Troisième phase, entre 930 et 956, un nouveau chef de la maison des Robertiens, appelé Hugues le Grand, devient l'homme le plus influent du royaume. En effet, la fin de règne du roi Raoul est assez chaotique et profite à la Neustrie qui s'impose. À l'ouest, les Bretons sont complètement ruinés à cause des incursions vikings. Au sud, l'Aquitaine est empêtrée dans une guerre de succession sans queue ni tête. Par-delà les Pyrénées, le comté de Barcelone est devenu indépendant et sort complètement de la Francie. Résultat, le roi Raoul n'a plus aucun contrôle sur la partie méridionale de son royaume, d'autant plus qu'il est débordé par des invasions magyares qui s'avancent jusqu'en Bourgogne. Lorsqu'il meurt en 936, il aimerait passer la couronne à son fils, mais ses vassaux ne sont pas du même avis. Alors, d'un commun accord, il est décidé de refaire appel à un Carolingien, encore une fois. Comme Charles III le Simple est mort en prison, c'est donc son fils, Louis IV dit d'Outre-mer, qui est choisi comme souverain par défaut. Celui-ci revient d'Angleterre, où il avait trouvé refuge, d'où son surnom d'Outre-mer. Il réinvestit le palais royal de Laon, où il récupère la couronne, et réclame un fief à gouverner. En effet, comme son père, Charles III le Simple, n'était le seigneur d'aucune terre d'importance, Louis IV exige cette fois-ci d'avoir un territoire sous son contrôle. Pour cela, le nouveau roi s'allie au très puissant marquis de Neustrie, Hugues le Grand, qui lui promet la moitié du duché de Bourgogne. Comme son prédécesseur le roi Raoul était bourguignon, il est normal, dit-il, qu'une partie de son héritage reste la possession de la couronne. La maison des Bossonides refuse, évidemment, elle se prépare à la guerre, cependant, une coalition de grandes familles finit par lui faire entendre raison. Elle remet donc les comtés de Troyes, de Brie et de Reims au roi carolingien, ce qui affaiblit considérablement son duché. De l'autre côté, Hugues le Grand est remercié par Louis IV, évidemment, qui le nomme duc des Francs et second du royaume. Un statut très influent qui permet aux Robertiens d'affaiblir ses rivaux. Il s'ingère dans la guerre de succession des Vermandois, ce qui affaiblit la puissance de ce comté.
Il s'immisce également dans la crise des Bossonides, dont le dernier représentant est mort sans héritier, et à force de corruption et de basses manœuvres, c'est l'un de ses propres fils qui s'impose à la tête de la Bourgogne. Le résultat est sans appel, la maison des Robertiens domine désormais un immense territoire entre la Seine, la Loire et la Saône. Une influence démesurée qui finit par faire peur au roi Louis IV. Le souverain tente alors une révolte, mais manque de chance, Hugues le Grand le fait arrêter et le met en prison. À la fin des années 940, le roi carolingien envoie des lettres incendiaires à la seule personne qui peut l'aider. Le pape, à Rome, accepte d'intervenir en sa faveur. En 948, Hugues le Grand est excommunié par le Saint-Siège. La sanction d'excommunication est très grave. Dans le monde féodal, elle fait du duc des Francs un exilé de la communauté religieuse. Il ne peut plus aller à la messe, il ne peut plus prier, il ne peut plus participer aux cérémonies comme Pâques ou Noël. Il devient donc infréquentable et personne ne veut plus s'associer à lui. Déshérité de sa part de religion, Hugues le Grand n'a donc pas d'autre choix que de se repentir pour faire lever la sanction. Louis IV sort de prison, son duc fait ses hommages et le reconnaît comme véritable suzerain. L'affaire se termine par un statu quo. Quand Louis IV meurt en 954 et que Hugues le Grand s'éteint 2 ans plus tard, la lutte entre Carolingiens et Robertiens se poursuit par l'intermédiaire de leurs enfants. Lothaire devient roi des Francs et Hugues Capet duc des Francs. Reste à savoir lequel des deux va s'imposer dans le royaume. Dernière phase du siècle de fer, entre les années 950 et 980, les Robertiens de Hugues Capet et les Carolingiens de Lothaire sont les maisons les plus influentes de Francie. Les premiers occupent toujours le tiers du royaume, les seconds sont implantés en Champagne, en Vermandois et dans les Flandres. En Aquitaine, la maison de Poitiers prend le dessus sur son rival, la maison de Toulouse. Quant aux autres Gascons, Bretons et Normands, tout le monde reste en embuscade à l'affût d'opportunités selon les circonstances. Et justement, ces circonstances vont devenir très défavorables à la couronne. Dans les années 970, le roi Lothaire reprend l'ambition de son grand-père en Lotharingie. Profitant d'une énième guerre civile pour la succession, il intervient avec son armée pour s'accaparer la terre de ses ancêtres. Problème, il doit reculer en catastrophe devant la contre-offensive de ses cousins. L'armée de Francie orientale s'avance même jusqu'à Paris, et seule l'intervention de Hugues Capet, le duc des Francs, permet de stopper cette invasion. Forcément, cette mésaventure discrédite le roi carolingien et renforce l'autorité du Robertien. Pourtant, après la guerre, Hugues Capet ne répète pas les erreurs de son père qui s'était mis à dos les évêques. Au contraire, il se montre prudent et généreux avec l'Église, permettant de s'attirer les bonnes grâces de la papauté. Ce comportement est intéressé mais stratégique. Quand Lothaire meurt en 986 et que son fils, Louis V, décède à son tour sans héritier, les grands du royaume cherchent un nouveau successeur. Normalement, le trône devrait revenir au deuxième fils de Louis IV, Charles de Lorraine, l'oncle du roi disparu. Sauf que cette fois-ci, le duc des Francs pousse ses pions et réclame la couronne. En promettant de soutenir l'Église et ses intérêts, Hugues Capet est donc élu roi des Francs en 987. La couronne passe alors des mains carolingiennes aux mains des Robertiens. Les descendants de Charlemagne sont exclus à tout jamais du royaume. Alors, voici comment les descendants de Robert le Fort, rencontrés dans l'épisode précédent, se sont imposés à la tête de la Francie occidentale. D'abord, un exploit militaire contre les hommes du Nord, exploit réel ou fantasmé, mais bien présent dans les consciences. Ensuite, des manœuvres politiques pour écarter les familles rivales comme les Bossonides, les Plantevelus et les Vermandois. Enfin, une alliance avec l'Église pour montrer son engagement en faveur des chrétiens. Tout ça, mêlé aux mésaventures des Carolingiens en Lotharingie, permet la création d'une nouvelle dynastie dans le royaume. Les descendants de Hugues Capet seront les Capétiens. Ces derniers régneront de 987 à 1793 sans interruption. Dans les prochaines vidéos, nous verrons ce que ce basculement signifie vraiment pour le royaume, comment vont réagir les populations face à la défaite carolingienne, et quelle sera la réaction de l'Occident, dont le Xe siècle est également fondateur. Réponse dans le prochain épisode. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être sûr de ne pas manquer la suite. Vous pouvez aussi laisser un j'aime et un commentaire si le cœur vous en dit, et à très vite sur Bataille de France.